Bienvenue à vous tous. Et c'est notre deuxième université d'été sur l'autoconsommation. Je rappelle que c'est même la quatrième conférence que nous faisons finalement sur l'autoconsommation, puisqu'on a démarré ça il y a effectivement 4 ans. Ça a toujours un succès et c'est important de voir comment évolue l'autoconsommation. Aujourd'hui, l'ouverture, on a la grande chance de pouvoir la faire par quelqu'un qui va bientôt être nommée présidente de Météo France. Donc c'est probablement sa dernière apparition publique en tant que directrice de l'énergie et qui nous fait l'honneur et l'amitié d'être parmi nous aujourd'hui et à qui je vais laisser tout de suite la parole, si elle le veut bien. Je l'attends. Merci. Bonjour à tous. C'est un grand plaisir d'être avec vous ce matin pour ce rendez-vous de l'autoconsommation. Je crois que j'étais là pour les 4. 3 au moins, je suis sûre. Et effectivement, c'est sans doute ma dernière intervention comme directrice de l'énergie. Donc c'est bien de finir par ce sujet. Aujourd'hui, l'autoconsommation se développe en France. On voit bien, on est passé de 200 mégawatts, on est arrivé à presque 200 mégawatts à la fin du deuxième trimestre 2019, 52 000 installations, c'est un doublement par rapport au deuxième trimestre 2018. Donc voilà, effectivement, une croissance rapide. Ceci dit, cette tendance, elle est bien sûr, c'est bien sûr une bonne nouvelle, mais on est quand même encore très en dessous de ce qui se passe dans d'autres pays, quand l'Allemagne a 1,5 million d'autoconsommateurs résidentiels. Alors, Enedis nous dit que 90% des demandes de raccordement d'installations de production de petite puissance se font désormais en autoconsommation. Donc, on a réussi à faire finalement ce qui était notre premier objectif, mon premier objectif, c'était de faire en sorte que l'autoconsommation pour les particuliers soit aussi attractive que ce que pouvait être la vente en totalité. Il n'y a pas pour nous de raison qu'elle le soit beaucoup plus. Finalement, l'autoconsommation, ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen d'atteindre nos objectifs globaux de développement des énergies renouvelables. Il y a des tas de solutions, des tas de tailles de projets, des tas de modèles économiques, et il faut qu'on les multiplie, qu'on les diversifie pour atteindre nos objectifs. Donc le problème aujourd'hui sur ce segment des petits projets, c'est plus tant la compétitivité comparée entre l'autoconsommation et la vente en totalité, c'est finalement le volume total de projets photovoltaïques qui se développent. Voilà, on est encore très en dessous de ce qu'il faudrait faire en termes de développement du solaire en général, mais en particulier sur ce segment-là. Une des difficultés majeures qu'on continue à observer, c'est le problème de la qualité des installations, pour ne pas dire les arnaques sur les installations. Ça fait presque 10 ans qu'on essaye de travailler sur ce sujet-là. Quand on a créé le label RGE, c'était notamment avec cet objectif-là. On voit que ça n'a pas complètement produit ses effets et qu'on a encore collectivement vraiment du travail si on veut donner confiance aux Français. Aujourd'hui, je pense que beaucoup d'outils sont en place pour leur permettre de se lancer dans le solaire, dans l'autoconsommation s'ils le souhaitent. Mais il faut qu'on arrive à leur donner confiance. Et cette confiance, elle passe notamment
par la qualité des réalisations, la qualité des installations. Alors, ça c'est pour l'autoconsommation individuelle. Finalement, une des façons de développer davantage de projets, c'est aussi de développer l'autoconsommation collective. Alors, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de projets, 16 opérations d'autoconsommation collective qui sont en service, avec à peu près 200 participants. Voilà, 2 qui sont sur le point de démarrer, une centaine de projets en cours de montage. Alors, c'est vrai que le cadre est récent, mais il va falloir qu'on continue à tirer les bilans, les analyses de ce cadre et de voir comment il faut continuer à le faire évoluer. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, on a vraiment des projets de nature assez différente qui se développent d'ores et déjà dans l'autoconsommation collective, des modèles différents, entre des modèles uniquement basés sur des consommateurs résidentiels. Il y a un joli projet à Fort-Calquier, voilà, des habitants, 11 logements qui ont créé ensemble une société pour produire et se répartir de l'énergie. Il y a aussi des projets dans le logement social où ce sont les bailleurs sociaux qui, voilà, comme à ALS, se mobilisent pour installer sur les toits des bâtiments et ensuite diffuser donc, dans des ensembles de beaucoup plus grande taille l'électricité qui est produite. Et puis, on voit aussi des collectivités locales sur les bâtiments publics qui, en profitant de la différence des moments de consommation entre des bâtiments publics, s'engagent pour faire de l'autoconsommation. Il y a évidemment la ville de Malonnet qui a été dans les précurseurs. Aujourd'hui, ils ont 9 bâtiments regroupés en 3 opérations et ils attendent que nos règles évoluent pour pouvoir les regrouper en une seule opération. Donc voilà, la bonne nouvelle pour moi, c'est ça, c'est qu'effectivement les différents modèles arrivent à trouver leur place et qu'on a bien tous les types de solutions répondant à tous les types d'envies, tous les types de circonstances qui peuvent être mobilisées. Alors, si je reviens un peu sur le cadre, ce qu'on a fait et ce qui va se passer dans les prochains mois pour le soutien à l'autoconsommation, le premier outil, ce sont bien sûr sur les projets de taille moyenne, les appels d'offres. Donc, depuis 2016, avec le premier appel d'offres et surtout depuis mars 2017, avec cet appel d'offres à cadencement régulier sur 3 ans qui avait été lancé, initialement pour les projets de 100 à 500 kW, et puis dont on a décidé d'augmenter la puissance jusqu'à 1 MW. Ce qu'on observe malheureusement aujourd'hui, c'est une sous-souscription de cet appel d'offres, une insuffisance de dossiers. Donc là, ce n'est pas un problème d'argent, ce n'est pas un problème de prix, de compétitivité, c'est un problème de dossier. Voilà. Peut-être là aussi un problème de confiance pour convaincre des opérateurs d'un peu plus grande taille de s'engager dans ces programmes. En tout cas, ça nous avait conduit à suspendre pendant un moment l'appel d'offres en mai, et puis on l'a réouvert en septembre avec un volume plus réduit et avec une clause destinée à redonner confiance, au moins sur une des interrogations qui étaient remontées, qui était la stabilité de l'exonération fiscale sur la TICFE. On nous avait dit, mais finalement, comme il y a eu des déclarations, notamment du régulateur, sur le fait qu'il n'était pas favorable à cette exonération, les porteurs de projets pouvaient être inquiets sur le fait que la rentabilité du projet soit remise en cause pendant sa durée. Alors, je veux d'abord redire qu'aujourd'hui, le gouvernement n'a pas de projet de remettre en cause cette exonération, quoi qu'on demande le régulateur, mais qu'en tout état de cause, les dispositions qui ont été introduites dans l'appel d'offres permettent de sécuriser un ajustement du tarif si jamais il y avait des modifications sur les conditions d'exonération. Donc, voilà, j'espère que ça, c'est de nature à renforcer la confiance dans le cadre économique et donc à susciter davantage de projets.
Le faible nombre de projets nous a également conduit à mettre en place une disposition qui va être introduite sur tous nos appels d'offres énergie renouvelable pour gérer les situations de concurrence insuffisante dans les appels d'offres. On a donc introduit cette règle pour dire que s'il n'y avait pas suffisamment de concurrence, on retiendrait au maximum 80% du volume des projets déposés. Ça, c'est vraiment un point important parce que le niveau de concurrence des appels d'offres est un critère de jugement des appels d'offres à la fois pour la Commission européenne et pour les autorités de concurrence et de régulation en France. À chaque fois qu'on a un appel d'offres qui n'est pas suffisamment souscrit, la question qui est posée, la demande qu'ils nous font, c'est l'annulation complète de l'appel d'offres. Et c'est ce qu'on veut éviter absolument. Alors, ça, du coup, ça nous a conduit sur un appel d'offres à devoir, je dirais, inventer une règle a posteriori. Et c'est jamais une bonne chose. On en est complètement d'accord. C'était, je dirais, un pis-aller pour éviter l'annulation complète de l'appel d'offres. Là, on annonce la règle du jeu en avance. Maintenant, vous la connaissez. Dans tous les appels d'offres, systématiquement, quel que soit le volume de projet, il ne sera pas possible qu'on sélectionne plus de 80% des projets qui auront été déposés, de façon à pouvoir garantir un minimum de concurrence. On avait quand même vu, sur les derniers appels d'offres très peu souscrits, des pratiques assez discutables avec des projets, par exemple, qui étaient redéposés, qui avaient déjà été lauréats d'un appel d'offres précédent et qui étaient redéposés avec des niveaux de prix très supérieurs à ceux au prix sur lequel ils avaient été lauréats. C'est le genre de pratique qui donne une extrêmement mauvaise image de la profession et qui entretient après les critiques, les accusations et les demandes de serrage de vis. Voilà, donc la règle des 80-20, elle nous permettra d'éviter des débats de ce genre. On ne retiendra pas les projets qui auraient des prix abusifs s'il y en avait. Au-delà de l'appel d'offres, donc, je disais, un des éléments importants de soutien à l'autoconsommation, c'est cette exonération de TICFE. Donc, s'il y a une autoproduction ou autoconsommation totale, et si la production est inférieure à 240 gigawattheures par an. Dans le cadre de l'autoconsommation partielle, si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Donc cette exonération, elle est évidemment importante dans le modèle économique, mais on constatait depuis plusieurs années des difficultés pour sa mise en œuvre dans certains types de montage de dossiers, et notamment dans des dossiers de tiers investissement. Donc on a pu obtenir en juillet une circulaire des douanes qui a clarifié le sujet en indiquant clairement que la loi n'imposait pas que l'exploitant soit le propriétaire de l'installation. Donc voilà, il est clair quand on a cette circulaire que l'exploitant peut avoir une installation en location ou en crédit-bail sans perdre le bénéfice de l'exonération. Donc ça aussi, j'espère que c'est de nature à rassurer. On est sur une circulaire claire, publique, donc qui s'applique de la même manière partout. C'est une avancée. On va continuer à travailler sur ces questions de tiers investissement pour bien voir comment les différents modèles sont pris en compte. Est-ce qu'il y a des modèles qui ne sont pas pris en compte ? Il faut quand même être conscient que ça a une limite. C'est-à-dire que le tiers investissement, ce n'est pas un alibi pour en fait une activité de fourniture d'électricité. Et notamment tout ce qui est vente de kilowattheures à un particulier, ça s'appelle de la fourniture d'électricité. Ça relève d'une autorisation de fourniture et du cadre de la fourniture et pas de l'autoconsommation, même si le panneau se trouve être sur le toit de quelqu'un. Donc ça, on peut faire beaucoup, on peut sans doute faire encore plus
sur le tiers investissement, mais il y a un moment où ça s'arrête et où on passe dans un autre cadre que celui de l'autoconsommation. Alors il y a encore des choses à venir. D'abord avec la loi énergie-climat, donc cette loi qui a fait l'objet d'un accord des parlementaires en commission mixte paritaire fin juillet, qui a été validée par l'Assemblée nationale hier, qui doit être validée par le Sénat le 26, donc qui devrait être publiée à la fin du mois de septembre ou au tout début du mois d'octobre. Et elle permet notamment l'élargissement de la maille de l'autoconsommation collective. Donc, on a préparé un arrêté qui est en train d'être discuté avec la CRE, donc pour élargir la maille au réseau basse tension dans un rayon d'1 kilomètre et de moins de 3 mégawatts. Et donc, on pourra le publier très rapidement dès que la loi aura été publiée. Et donc, ça devrait pouvoir s'appliquer tout de suite cet automne. Il y a aussi dans la loi des dispositions sur la mise en œuvre des projets d'autoconsommation par les bailleurs sociaux qui devraient simplifier, faciliter, puisque le bailleur social peut être la personne morale qui portera le projet d'autoconsommation sans qu'il y ait besoin de créer une personne morale spécifique. On a aussi commencé dans cette loi la transposition des dispositions du paquet européen énergie-climat sur les communautés. Alors, c'est un cadre qui est quand même compliqué. On a des communautés d'énergie, des communautés d'énergie renouvelable. C'est des définitions qui ne sont pas tout à fait les mêmes du coup que celles qu'on avait en France entre l'autoconsommation collective. Donc, on a été obligé d'ajuster le vocabulaire, de reprendre le vocabulaire européen là où il était clair, où il y avait des choses qui étaient clairement définies dans les textes. Du coup, de proposer de nouveaux concepts, donc cette idée d'autoconsommation élargie, qui en fait est ce qu'on appelle aujourd'hui l'autoconsommation collective, mais voilà, il fallait qu'on s'adapte aux termes européens. Donc on essaiera d'être clair et de bien partager sur toutes ces définitions. Pour moi, toutes ces mises en place ne devrait pas changer énormément le cadre français. Notre cadre était déjà très conforme à ce qui était dans les textes européens, sauf sur des questions de vocabulaire. Il devrait apporter quelques améliorations, et ça, on le fera dans une ordonnance qui est à venir. Mais en tout cas, on veillera à ce qu'il n'y ait aucun retour en arrière, même si, encore une fois, il y a un peu de perturbation sur les questions de vocabulaire. Avec tout ça, on a des soutiens directs, des soutiens indirects à l'autoconsommation. Ça commence à se voir. Ça se voit pas encore assez. C'est sans doute pas parfait. Donc on va continuer à travailler, à échanger avec les acteurs. On a eu pendant toutes ces années des échanges très étroits avec Enerplan et en particulier avec Daniel Bourg, que je remercie vraiment pour la qualité de ces échanges, toujours stimulants, mais qui nous aident aussi à faire progresser le sujet. Je sais que Sophie Mourlon, qui me succède à partir de lundi, donc il n'y a pas de rupture, a aussi très à cœur de continuer ce dialogue et de continuer toutes les évolutions du cadre réglementaire, financier, pour qu'on puisse développer l'autoconsommation et pour qu'on puisse plus globalement atteindre nos objectifs de développement des énergies renouvelables. En tout cas, moi, je vous souhaite d'abord de très bons travaux pendant ces universités d'été et puis surtout beaucoup de beaux projets d'énergie renouvelable. Et puis, peut-être à bientôt. Avant que vous ne bougiez, moi, je tiens vraiment
saluer publiquement toute votre action en tant que directrice de l'énergie. Il y a vraiment eu un avant et un après Virginie, je dirais. Et ceux qui s'en souviennent, parce que ça fait quand même déjà un petit nombre d'années, vous nous avez fait quitter ce que j'appellerais moi le marasme post-moratoire que connaissait la profession. Vous avez vraiment permis à ce que la filière soit reconnue. On lui a donné de la visibilité et puis vous lui avez donné une place de plus en plus importante. Et c'est vrai que la dernière PPE est un exemple parfait de cette croissance qu'on a eue. Et c'est certainement grâce à votre action. Je crois qu'on en est tous très sensibles. Vous avez parlé de la qualité, effectivement, de notre travail ensemble, de la collaboration, que ce soit avec vous et avec tous vos collaborateurs. Là encore, il y a eu un avant et un après. Et j'espère que maintenant, c'est quelque chose qui est bien marqué dans le marbre. Dans tous les cas, on vous souhaite beaucoup de choses pour votre nouveau poste, qui est vraiment un enjeu passionnant. On ne sera pas tout à fait loin, parce que la météo nous concerne de manière très directe, et je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire en la matière. Et j'aimerais simplement vous remercier publiquement et en demandant à ce qu'on puisse vous applaudir, parce que vraiment, c'est formidable ce que vous avez fait. Alors, quand on parlait du vrai travail et l'excellente collaboration qu'on avait avec la DGEC, c'est, dans les faits, c'est que tout ce que vient de dire Virginie, finalement, elle m'a dit une grande partie de ce que je voulais vous dire, donc ça va effectivement raccourcir pas mal mon introduction. Si on peut juste mettre... Voilà. Bon, c'est cette courbe, c'est sympa de la mettre. Pour une fois, il y a une courbe qui monte. En 4 ans, il s'est quand même passé quelque chose. Ce qu'on disait tout à l'heure, et vraiment que je partage à 100%, c'est bien, mais c'est très loin du compte par rapport à ce que ça devrait être. Tout ce qu'on voit là, je pense que tout le monde en a bien conscience, c'est en volume, c'est 75%. Je ne sais pas ce que c'est celle-là d'ailleurs. De toute façon, c'est la courbe qui est importante. Le volume qui est fait en raccordement, c'est fait à plus de 75% par le résidentiel. Quand on parle en nombre d'installations, on passe à 98% en résidentiel. Ça veut dire que le marché actuel, c'est un marché avant tout dominé par le résidentiel, avec un petit développement qui a tendance un peu à s'accélérer sur les installations plus importantes, mais c'est l'autoconsommation individuelle. Donc on parle bien de ça actuellement, et ça va être important pour ce qu'on va dire pendant toute cette université. Le constat qu'elle a fait est tout à fait vrai. Il y a eu même des vraies avancées, notamment cette dernière année sur l'autoconsommation par rapport à ce que nous demandions. Ça a commencé avec ce groupe de travail autoconsommation qui a été fait à notre demande par Sébastien Lecornu. Je dirais que c'est un des groupes de travail qui a le plus abouti à des résultats concrets, parce qu'il y a beaucoup d'autres endroits où malheureusement il n'y a pas eu grand-chose qui en est sorti. Mais là, et tout à l'heure Virginie nous a fait la liste, c'est vrai, on a avancé de manière tout à fait concrète dans le secteur de l'autoconsommation. Et ça, c'est vraiment un actif de la DGEC, parce qu'il faut, tout le monde le sait, il y avait vraiment des vents contraires, que ce soit de l'autorité de la régulation, mais que ça soit aussi très classiquement nos amis de Bercy, et qui toujours voyaient ça d'un mauvais œil. Mine de rien, la circulaire et la confirmation par les douanes du tiers investisseur, c'était loin d'être évident d'obtenir ça. Donc de ce côté-là, on va dire que c'est un vrai progrès. Ce qui n'empêche qu'on n'est pas du tout au niveau où on est, et que moi je dirais que l'autoconsommation, globalement, elle a besoin d'être boostée. Alors pour la booster, il y a d'abord un certain nombre de freins qu'il faut encore lever. Je pense qu'elle, mine de rien, a touché le frein principal à mes yeux actuellement, parce que c'est pas
clairement un frein. On n'a pas de frein d'argent dedans. Ce n'est pas un frein économique en tant que tel qui empêche ça. Mais il y a un frein de confiance qui manque dans ce secteur-là. La confiance à deux niveaux. La confiance au niveau du particulier, de l'individu. Quand vous prenez dans le résidentiel, c'est sûr qu'on paye encore les séquelles de un certain nombre d'échos, on va appeler ça des éco-délinquants, parce que c'est un mot, mais qui ont fait beaucoup de tort indirectement à cette profession et à la confiance qu'on pouvait avoir avec nous. On n'a jamais retrouvé le niveau, globalement, pour le résidentiel, de ce qui était avant le moratoire, mais de très très loin. Donc on est complètement plat, et ça, il y a un problème de confiance sur lequel on travaille. Et dans le plan, on travaille beaucoup avec qualité ENR et tout le label QualiPV et ainsi de suite. Mais malheureusement, ça ne semble pas suffisant. L'autoconsommation permet toujours à certains de faire des opérations 100% autoconsommation à la base de n'importe quoi, et sans à la limite qu'on le voit, mais qui font toujours du tort à la profession. Et je crois qu'il faut vraiment qu'il y ait une vraie communication vis-à-vis des gens, d'expliquer, de faire attention effectivement au label et ainsi de suite, de travailler encore avec les banquiers et tous ceux qui sont derrière ça pour essayer de bloquer ces éco-délinquants, parce que tant qu'on aura ça, je pense que c'est un vrai frein à la croissance dans le secteur. Le deuxième point, et là, je dirais l'administration dans son ensemble y a participé, c'est créer une certaine désaffection de nous tous, des professionnels, notamment pour les plus grandes installations. On a eu l'impression d'être un peu baladés entre des appels d'offres qui ont été complètement cassés, reportés, avec des déclarations intempestives de l'ACRE, avec un certain nombre, même quand on voit dans la PPE, l'autoconsommation était vraiment le parent pauvre de la PPE, parce qu'on parlait, si j'ai bonne mémoire, de quelques, je ne sais plus si c'est 100 mégas, enfin quelque chose qu'on a déjà quasiment dépassé, donc qui n'avait pas beaucoup d'intérêt, mais qui montrait simplement que ce n'était pas considéré et qu'on ne nous donnait pas le signal, les gars, on y va sur l'autoconsommation. Vous ajoutez ça avec un modèle économique qui n'est pas facile à trouver, avec les incertitudes qu'il y avait au niveau du fisc, vous avez effectivement une profession qui regarde ça encore avec une certaine distance, et ce qui fait qu'on ne remplit pas les appels d'offres et qu'on est tous un peu dans l'expectative. Bon, je pense que progressivement, c'est à ce niveau-là, avec tout ce qui a été annoncé, on doit être capable de s'améliorer. Les autres aspects qui sont des freins importants, je dirais, pour le développement, il y en a un qui est peut-être mal connu, mais qui est un problème d'assurance qu'on trouve notamment pour les petits installateurs, pour des entreprises même qui n'ont pas une taille suffisante pour trouver la décennale, et qui actuellement en ont un peu marre et donc ne se propagent pas effectivement l'autoconsommation. Enerplan, il travaille beaucoup, mais c'est un domaine qui est difficile parce qu'il y a eu effectivement, à cause des éco-délinquants et un certain nombre de choses, il y a eu des loupés et un historique qui est là et qu'il faut passer au-dessus de ça. Bon, on va y arriver, j'ai confiance, mais c'est long et ça explique aussi le frein qu'on puisse trouver là. Le troisième aspect qu'on a, dont l'administration ne reconnaît ça jamais assez, c'est le problème de la bureaucratie et de demande de papier. Je crois qu'actuellement, dans le résidentiel, vous avez envie de faire de l'autoconsommation et que vous avez à la vente du surplus, qui est quand même le cas le plus général, vous êtes encore dans un processus très lourd avec Enedis, et tout ce qui est lourd, etc., décourage les uns et les autres, et c'est un frein certainement à ce que ça puisse se propager plus rapidement. Et je crois qu'il faut qu'on y travaille. L'Europe, d'ailleurs, a dû faire apparaître des préconisations, des recommandations, et la France, pour l'instant, ne les suit pas. Ça devrait être simplement du déclaratif. Donc je dirais que plus globalement, si on veut booster, finalement, l'élément clé, c'est, on n'a pas les domaines techniques, mais c'est aussi un petit peu la communication et la vulgarisation de l'autoconsommation. On a un peu parlé un peu comme un gadget. Maintenant, il faut rentrer dans le détail, de montrer que ça existe, de parler des expériences, de le faire savoir. Donc c'est le rôle de cette université. C'est le rôle qu'on va retrouver à nous de communiquer. Il y a des questions qu'on pourra se poser avec un certain nombre
pour la profession, et j'espère accompagné par un certain nombre, que ce soit par l'ADEME ou par le ministère, de faire peut-être une grande communication nationale sur ce qu'est l'autoconsommation, parce que je crois que c'est complètement dans l'air du temps. On a tous le sentiment que finalement, il y a une demande qui est là, et que de l'autre côté, c'est aussi un peu à nous, à l'offre, d'être dynamique, de la satisfaire et de se développer ça complètement. Moi, j'aurais, pour terminer, une vision un peu de ce qu'on est actuellement. On est un peu, parce que c'est ce qu'on va voir là, dans l'autoconsommation du futur. Je crois qu'il faut qu'on arrive à faire rêver. Et ça, c'est aussi le rôle de l'université, rêver à la fois des expériences qui puissent exister dans le collectif, rêver avec un domaine où on sait que ça accroche bien en France, qui est le véhicule électrique, et donc voir quelle est la convergence entre l'autoconsommation et le stockage à travers le véhicule électrique. Donc c'est un point sur lequel c'est important. Et je crois que c'est vraiment, là, je compte sur nous tous pour animer ça et en faire quelque chose de vivant et qui puisse montrer des courbes qui soient différemment. Je pense qu'il est vraiment temps, pour reprendre une expression de véhicule, qu'on passe finalement la deuxième vitesse. On a bien accéléré en première. Bon, maintenant, il est temps de passer la deuxième vitesse et de prendre l'envol de ce qu'on doit avoir. Vous avez vu qu'on a beaucoup à rattraper pour faire ça. Je rappelle aux uns aux autres, et surtout, c'est dommage que Eugénie ne soit pas là, mais le fait de prendre du retard dans l'autoconsommation, on pourrait dire, après tout, c'est pas grave, on va le retrouver dans le temps. Oui, mais on prend du retard, on manque des opportunités importantes de création d'emplois, parce que l'autoconsommation, notamment dans le résidentiel, c'est beaucoup d'emplois qui sont à la clé, mais c'est aussi des tas de domaines qui sont liés à l'autoconsommation. Je pense dans le soft, je pense à la domotique, je pense même au stockage, toute la digitalisation sur lequel on ne travaille pas ou pas assez. Et là où des pays où il y a des marchés où il y a 500 000 ou 1 million d'installations là-dedans, il y a des entreprises qui sont en train de se créer, qui vont être très dynamiques, etc., et qui vont avoir de l'avance sur nous. Donc on ne peut pas accepter ça. Et c'est pour ça que quand je dis qu'il faut booster, qu'il faut qu'on soit énergique là-dessus, c'est justement parce qu'on a du retard et qu'il faut le rattraper. Moi, mon souhait, et c'est un peu un chiffre, j'aimerais qu'on le garde en tête, on est là actuellement à 200 mégawatts, j'aimerais qu'on dépasse le gigawatt d'autoconsommation avant 2022. Voilà ce que je voulais vous dire, et je laisse maintenant la parole à Nathalie pour animer les tables rondes. Merci de votre attention.